Bonsoir à tous, je suis contente de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Hier soir, Abdelaziz Bouteflika a cessé d'être le président des Algériens. Il a déposé sa démission pressée par l'état-major de l'armée et à sa tête, Ahmed Gaïd Salah a quitté la présidence. C'est là une des revendications principales du peuple qui vient d'être satisfaite. Les Algériens veulent aussi le départ d'autres acteurs politiques et économiques. Hier encore, le chef d'état-major a évoqué entre les lignes le détournement d'argent, les transferts illicites de capitaux qui ont caractérisé un groupe de personnes ayant gravité autour du cercle de l'ancien président. À quoi devrait-on s'attendre après la démission d'Abdelaziz Bouteflika dans les jours à venir? Plusieurs éléments indiquent que c'est d'abord la sphère des patrons d'entreprise qui ferait l'objet d'enquêtes de corruption. Aucun nom n'a été communiqué officiellement par le parquet. Dans quelles conditions devraient-elles se dérouler ces enquêtes et surtout, quel impact cela aura-t-il sur la sphère économique, sur la santé des entreprises, puisqu'il s'agit d'entreprises qui produisent et qui recrutent, et également quel impact sur le moral des travailleurs. Ce soir, nous invitons syndicats et patronats pour discuter de cette perspective qui touchera indéniablement le fonctionnement de l'économie nationale sur le moyen, voire même le long terme. Voilà donc pour le thème qui sera débattu ce soir et j'ai le plaisir d'inviter M. Megatli Mahfoud. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le secrétaire général de la CGEA, qui est la Confédération générale des entreprises algériennes. Vous êtes également membre du conseil d'administration du BIT, le Bureau international du travail à Genève. Merci d'être là. J'ai le plaisir de recevoir M. Amal Takjoud. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes syndicaliste et vous êtes le secrétaire général de l'Union de la Wilaya d'Alger. Oui. Merci d'être avec nous. J'ai le plaisir de recevoir M. Dr Elias Marabat. Bonsoir. Vous êtes également syndicaliste. Vous êtes le président de la SNPSP, le syndicat national des praticiens de santé publique. Et M. Khilifati Hassan, bonsoir. Bonsoir. Et merci de répondre présent. Vous êtes patron, président-directeur général d'Alliance Assurance et vous faites partie également du Forum des chefs d'entreprise. Voilà donc pour le plateau. Vous savez qui sont nos invités. On va rentrer dans le débat, non pas dans sa thématique liée à l'économique, mais d'abord liée à l'actualité. Je vous propose de voir votre réaction ou vos réactions par rapport à l'actualité d'hier, donc la démission de M. Abdelaziz Bouteflika. La révolution populaire, selon vous, est-elle arrivée au terme de sa quête ou bien y a-t-il encore du chemin à faire? Hassan Khilifati, allez-y. Merci. Je pense que la démission du président Bouteflika hier, c'est l'aboutissement d'un combat qui a commencé le 22 février, d'une revendication populaire. Mais je pense que, et vous l'avez dit, c'est une première étape parce que la suite, l'armée l'a indiqué, enfin, l'état-major de l'armée l'a indiqué dans deux communiqués de suite qu'il fallait combiner l'article 102 qui ouvre la perspective de démission, de l'empêchement. Bon, le choix a été fait sur la démission. Et l'article 7 sur la souveraineté populaire et le choix des institutions. Je pense que la solution complètement constitutionnelle ne marchera pas. Je pense que la population, elle demande un changement beaucoup plus profond. Et aussi, les personnes ou les têtes d'affiche aujourd'hui qui sont constitutionnellement chargées de gérer la suite ne passe pas chez la rue. Je pense qu'il faut trouver une autre combinaison entre l'article 102 et des solutions, politiques pour essayer. D'abord, ça ouvre des perspectives. La démission du président, ça ouvre des perspectives pour aller au-delà et d'essayer. Mais c'est un premier, ça met fin au blocage. Je pense que la sagesse a prévalu, mais la suite, on va attendre pour qu'il y ait aussi d'autres décisions beaucoup plus, qui répondent beaucoup plus à la demande populaire, et notamment pour qui va gérer la suite, avec quelle légitimité et avec quelle tête d'affiche, parce que c'est là où il y a le problème. Parce que je pense que la confiance, elle est complètement rompue. Il faut essayer de trouver des nouvelles solutions pour rapprocher les points de vue. Alors, vous avez dit que des choix politiques devraient s'imposer pour adhérer davantage à la volonté du peuple, mais il faut rappeler également que selon le discours, le communiqué du chef d'état-major, il a dit pas de solution en dehors de la Constitution. Donc, on sent qu'il y a une décision qui est balisée. Elias Marabat, quel est votre sentiment par rapport à ce qui devrait arriver par la suite?
Je pense honnêtement, comme l'a si bien souligné notre ami par rapport au dénouement, on en est au début de dénouement de cette crise qui est là, mais il faut le dire, il faut chercher, il faut revenir à des années avant pour arriver à cette situation de crise absolue, majeure dans laquelle on est aujourd'hui. Je pense que c'est un pas dans le bon sens, c'est pas suffisant certes, parce que tout simplement les solutions qui pourraient répondre aux aspirations du peuple algérien qui a été dans la rue avec des millions d'Algériens à Alger, mais pas uniquement à Alger, y compris dans d'autres villes du pays, je pense portent des revendications, mais surtout des décisions, puisque c'est le peuple justement qui s'est prononcé, des décisions à concrétiser à travers des démarches, à travers des mécanismes qu'on pourrait trouver dans la Constitution, mais aussi qu'on doit trouver en dehors de la Constitution. Et je pense, lorsqu'on est dans une situation exceptionnelle comme dans laquelle on est aujourd'hui, il faut pas trop se perdre dans les couloirs de la Constitution, parce que on est dans une situation exceptionnelle. Il faudrait aussi combiner et aller chercher des solutions ailleurs. Et je pense que c'est à travers ça que le communiqué du MDN, enfin du chef d'état-major, a été dans le sens de l'application de l'article 102, parce que c'est une condition sine qua non pour aller à autre chose, mais accompagné de deux articles importants, l'article 7 et 8, tout simplement, c'est pour dire, c'est le peuple qui décide, et c'est la voix du peuple qui doit prévaloir sur l'essentiel. La voix du peuple, est-ce qu'elle va, vous pensez, Ammar Takjoud va continuer à battre le pavé? C'est la question, peut-être pas la question que tout le monde se pose. Beaucoup pensent qu'ils vont quand même sortir vendredi pour continuer à revendiquer un certain nombre de choses. Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses encore des choses qui n'ont pas été accordées, en tout cas? Écoutez, je pense que si la population va sortir ou ressortir, si elle a le sentiment qu'elle n'a pas été écoutée. Maintenant, si elle est écoutée, il doit y avoir des réponses à la hauteur aussi de ce mouvement populaire. Parce qu'on ne peut pas donner c'est pas de la demi-mesure. C'est-à-dire quand on y est dans une logique de mouvement, de demande, de toute une population, je pense qu'on est on doit avoir cette capacité d'avoir une réponse à la hauteur de la demande. Parce que si on commence à donner des réponses à demi, la population sortira encore une fois, une deuxième fois, une troisième fois. Ça veut dire qu'il faut, moi je pense que comme ceux qui détiennent le pouvoir aujourd'hui et la population, il faut qu'il y ait des réponses à la hauteur de cette demande. Un, parce qu'on ne peut pas continuer dans l'impasse. Deux, parce que ceux qui détiennent le pouvoir ils doivent le savoir, ils doivent le comprendre, qu'on ne peut pas continuer dans l'impasse. Et trois, l'impasse, l'entêtement, conduit carrément à des dérapages et à des situations qui ne seront pas maîtrisables ni par les uns ni par les autres. Donc, à mon sens, et ce que je vois aujourd'hui, si ils ont franchi le pas d'une réponse de démission, il faut aller plus loin. Ça veut dire qu'il ne faut pas rester dans la demi-mesure, parce que ce serait de la folie. On a accepté, on a répondu, il faut répondre convenablement, comme le demande le peuple, pour sortir de la crise, parce que il est très dangereux de continuer dans cette situation de jeu du chat et de la souris. C'est pas bon. Ça peut compliquer les choses parce que notre économie, peut-être qu'on en discutera tout à l'heure, mais notre économie, elle est très touchée et on ne se rend pas compte, mais la gravité, elle est là. Ça veut dire si on rentre dans une spirale de chute d'économie, on risque d'avoir d'énormes problèmes et personne ne pourra maîtriser quoi que ce soit. Donc, il faut avoir ce discernement, il faut avoir cette capacité. Et calculer le paramètre temps. Pour l'instant, vous êtes d'accord pour dire qu'il faut plus, mais vous ne dites pas ce qu'il y a de plus, mais je pense qu'on va le développer à travers des questions. Tout à fait. Monsieur Mahfoud Megatli, votre point de vue par rapport à cette démission? Voilà, mon point de vue, moi, premièrement, je devrais remercier le peuple algérien d'avoir su sortir dans la rue, plusieurs millions de peuples algériens dans la rue, pacifiquement. Ça, c'est très important. Et aujourd'hui, je veux remercier l'armée algérienne, qu'elle a su intervenir dans le cadre de la Constitution.
Ça, nous avons vraiment une très grande chance que notre armée a su répondre pacifiquement et avec la Constitution à répondre aux questions de la rue. Et je crois que ça, c'est le fruit de cette concertation, avec l'armée algérienne, on a pu trouver une solution. Effectivement, aujourd'hui, je crois que la population, le peuple, il lui manque encore autre chose. Et je suis pratiquement presque sûr que vendredi prochain, le peuple algérien sortira. Sortira pour dire merci à l'armée qui a su apporter, qui a su écouter et apporter les réponses au peuple algérien. Et deuxième fois, pour dire aussi, ça manque encore autre chose. Il manque autre chose un petit peu à continuer, à faire. Voilà. Alors, entre autres choses qui manquent, voilà, on va le dire simplement, c'est que les Algériens... tête d'affiche, on l'a dit. Voilà, c'est les têtes d'affiche, les trois. Aujourd'hui, le pouvoir exécutif, il y a trois têtes. Il y a le président du Sénat, le chef du gouvernement et le président du Conseil constitutionnel. Globalement, c'est des têtes, c'est des personnes, aujourd'hui, peut-être que la rue ne les accepte pas. Donc, il faut peut-être trouver d'autres solutions. Là, je reprends un petit peu la position du syndicat national des praticiens en santé publique qui a, dans son communiqué, appelé à la rupture avec le mode de gestion actuel justement des affaires de l'État. Non au 5e mandat dans un premier temps, non au prolongement du mandat actuel, donc c'est fait. Aller vers une situation meilleure, bien sûr, mais avec une rupture avec le mode de gestion qui a caractérisé justement la gestion des affaires de l'État jusqu'à présent. Et je pense qu'à travers M. Bedoui en tant que Premier ministre, à travers ce gouvernement qui a été installé et remis en cause et rejeté pratiquement par tous les Algériens, on est en train d'écouter, de constater sur les réseaux sociaux, mais aussi dans la rue, que voilà, ce n'est pas une solution qui sied justement la situation. Mais comme l'a dit mon ami, je suis tout à fait d'accord aussi. Lorsqu'on parle par rapport au président du Sénat, il y a beaucoup de choses autour de la personne et je pense qu'il fait partie aussi de ce système qui nous a ramenés dans cette situation. Et sa personne ne peut pas représenter justement une alternative par rapport dans le cadre de cette période de transition qu'on veut construire ensemble. Revenons justement au Conseil constitutionnel. Je pense que ce Conseil constitutionnel qui avait validé une démarche par rapport à des candidatures qui étaient, ça fait quelques semaines justement d'actualité. Il ne faut pas oublier, ça fait un mois à peine, on allait vers organiser des présidentielles dans des conditions catastrophiques où même le président actuel, démissionnaire bien sûr hier, l'avait clairement dit que je n'ai jamais pensé à relancer un autre mandat et beaucoup de questions avaient été posées. Et jusqu'à présent, le Conseil constitutionnel ne s'est jamais prononcé, ne s'est jamais manifesté justement pour laisser des réponses. Et je pense, lorsqu'on décortique toutes ces situations, il est clair qu'il faut aller, mais pas avec ses responsables, pas avec ses têtes d'affiche. C'est-à-dire qu'il y a une telle implication des hautes instances de l'État aujourd'hui dans la personne du président de la République, qui aujourd'hui a démissionné, mais qui avant semble ne s'être même n'avoir pas en tout cas pris l'initiative de se présenter en tant que candidat, dans ce cas-là, qu'il avait présenté à ce moment-là. Tout cela a été validé. Le chef d'état-major parle d'usurpation par rapport à la personne du président. Ce sont des situations qui n'ont à aucun moment été alertées par ces instances-là, et entre autres le Conseil constitutionnel et le président du Sénat. Aujourd'hui, la crise de confiance, elle est globale. Est-ce qu'elle doit concerner toute personne ayant été de près dans les hautes sphères de l'État, ou bien... Oui, la rue, le mouvement populaire avait à chaque sortie dénoncé le système. Il demande le changement du système. C'est quoi au juste? Est-ce qu'on doit contourner le système ou le changer? Ça, c'est ce qu'on appelle un contournement de système. Ça veut dire on essaye par des truchements enlever... Je pense que c'est faux. Ça ne peut pas se faire de cette manière et on ne peut pas répondre sérieusement à la population de cette manière. Mais pardon, il y a des personnes qui ont été citées. Ah, oui. Et à répétition. On peut pas. Il y a des photos qui ont été brandies. Oui, mais ça, oui, ça c'est important. Oui. Mais l'importance aujourd'hui, encore une fois, il faut montrer non seulement tout ce qui symbolise le système. Ça, c'est des symboles en réalité.
parce qu'on ne va pas se dire qu'en mettant de côté les personnes qui sont citées, on change de système, c'est faux. Ça, c'est une refonte. C'est un problème de gouvernance, c'est un problème de gestion. Cette mauvaise gestion qui a duré des années qu'il faut changer. Alors la changer, ce n'est pas uniquement enlever les symboles du système. Il faut aller plus loin. Donc c'est pour cela que je suis en train de dire que ceux qui détiennent le pouvoir doivent prendre des décisions à la hauteur de la demande, mais donner des gages aussi pour aller changer le système en profondeur. Parce que s'ils ne le font pas, c'est-à-dire qu'on a simplement, on va revenir à l'histoire. Depuis 62, on a essayé, on essaye, on enlève des personnes pour les changer, les remplacer. Non, je pense qu'il y a deux choses. Un, tout ce qui symbolise le système doit se mettre de côté et donner des gages d'aller en profondeur pour créer les conditions de la Deuxième République, parce qu'elle a été demandée. Cette Deuxième République, il faut l'inventer, il faut la créer. La Nouvelle Algérie. Et voilà. La Nouvelle Algérie. Ça renvoie trop à des références outre-mer, Voilà. on va dire. Mais vous avez dit à Maltakjout qu'il y avait un problème de temps, de timing. L'économie souffrait déjà. Attendez, laissez-moi poser la question. L'économie souffrait déjà avant cette crise politique. Elle souffre encore davantage. Et si la transition devait durer longtemps, il y a en tout cas une partie. J'ai pas dit la transition. Non, je parle de la transition dans le sens où si les solutions politiques qui doivent être appliquées pour changer le système devaient durer longtemps, cela altérera encore davantage l'économie. C'est pas de la transition, j'ai parlé de l'entêtement et du blocage. Moi, je parle de l'entêtement. Ça veut dire si on ne répond pas, si on ne donne pas de gage, ça veut dire que les choses vont se compliquer. En profondeur, ça mettra plus de temps que de changer les personnes. Il faut donner des signaux forts. Parce qu'on ne demande pas grand-chose. Il faut qu'il y ait cette volonté affichée. Il faut donner des signaux. Moi, je ne demande pas qu'on change en espace de 48 heures. Oui, ça, on l'a compris. Mais la problématique aujourd'hui, c'est qu'il y a un jeu qui dénote qu'on est en train d'essayer d'avancer d'un pas, de reculer de deux pas, et ça fait ça met en ronde toute la population, et c'est pas bon. Voilà. Je crois qu'il faudrait comprendre qu'est-ce que c'est le système ici en Algérie. Le système en Algérie ici était basé sur les équilibres entre les différentes forces. L'armée, la présidence et les services secrets. Ça, c'est les équilibres. Et là, nous, on ne veut pas ça. On veut que le système soit basé sur pas des équilibres. Ils ont toujours essayé d'équilibrer pour garder ce système-là. On a essayé toujours de faire des équilibres pour garder ce système-là. Aujourd'hui, les équilibres ne sont pas les mêmes. C'est pour ça que les gens sont venus, ils sont partis à la rue pour essayer de voir un petit peu, de changer exactement ce système-là. Le système doit être un petit peu... Ce système, pour moi, c'est la population, c'est le peuple. C'est lui qui doit édicter les références du système. Ce n'est pas ces trois composantes du système algérien. C'est le peuple qui doit exister. C'est le peuple qui doit. Aujourd'hui, vous parlez de l'économie. Effectivement, l'économie, nous sommes aujourd'hui, ça fait plusieurs années que certaines personnes profitent de la commande publique. Jusqu'à il n'y a pas longtemps. Ils profitaient de la commande publique. Et nous, en tant qu'opérateurs économiques, on ne nous a pas écoutés. Lorsqu'il n'y a pas l'espace de dialogue, lorsqu'on n'écoute pas, ça part à la rue. C'est tout, c'est très simple. Et pourtant, les espaces de dialogue, il en existait. Il y avait ces fameuses tripartites où la CGEA siégeait. Oui, on a siégé. Les autres patronats, gouvernement et syndicats, pas autonomes, bien sûr. Pas autonomes, non, syndicats UGTA. Oui, on a siégé de la première jusqu'à la 21e. Mais, vous savez, nous avons produit des documents. On ne nous a jamais écoutés. Nous avons produit plusieurs documents. Nous avons fait, par exemple, plusieurs études concernant, par exemple, l'avenir du travail en Algérie, la formation professionnelle, l'économie, comment la recentrer, comment essayer de dispatcher l'économie. Aujourd'hui, quand vous partez dans une wilaya, un wali, c'est pratiquement, il se met dans sa tour d'ivoire, il ne parle avec personne, il n'y a pas de dialogue avec lui. Mais au bout de 10 ans, allez, on va dire 5-10 ans, si vous voyez que les écrits ne fonctionnent pas, pourquoi n'avoir pas pris d'autres mesures? Si le dialogue était rompu, et on le sait
le sait, on le dit peut-être plus ouvertement aujourd'hui, le FCE était le vis-à-vis principal, c'était le patronat avec des super pouvoirs et il était le plus proche de l'État. Quand bien même les autres patronats ont continué à adopter la même attitude. Notre confédération est la doyenne. Elle a été créée en 1989. Elle a été enregistrée en 1991 au niveau du ministère du Travail en tant que syndicat des employeurs. Oui. Vous savez, depuis 4-5 années, comme vous dites, on ne nous a jamais écoutés, on nous a méprisés. Et je le dis et je le redis, il n'y a pas eu d'écoute. Certains ministères, c'était le boycott. C'était le boycott même à nos activités internationales. Ils ne venaient même pas assister à nos activités. Est-ce que ça a altéré l'activité des entreprises qui faisaient partie de la CGEA? Pardon. Est-ce que ça a altéré l'activité ou oui, ça a altéré. Les affaires ça a altéré ces entreprises qui étaient adhérentes chez nous. On leur a soutiré les marchés publics, on les payait pas à temps. Oui, bien sûr. Oui, mais vous vous plaignez pas beaucoup. On est d'accord, voilà, il faut le dire. Hassan Khalifati. En fait, si on regarde maintenant, si on parle du changement du système et du changement des hommes, moi je pense, à mon avis, après je vais répondre la deuxième, je prends une minute, c'est pour dire aujourd'hui, il faut qu'on soit un peu sage et qu'on essaie d'engager l'Algérie sur le voie de changement, mais on ne peut pas changer les milliers de fonctionnaires qui sont là et les mettre dehors. Il faut préserver l'État algérien. Bien sûr qu'il faut peut-être aller vite à des élections pour donner la légitimité à une nouvelle équipe. C'est elle qui va s'engager envers la population, de changer la Constitution, de changer les règles de jeu, de donner l'indépendance à la justice. De refondre le système, comme disait... Oui, de refondre et de rendre l'administration plus transparente. Oui. Ça, c'est... Aujourd'hui, si on fait le bilan des tripartites, aujourd'hui... parce qu'il y en a eu beaucoup de tripartites. Non, il y a eu 21 parties. Oui, aujourd'hui, et le bilan des 20 ans et les bilans des investissements des 20 ans. Si on prend que les 20 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? À mon avis, on a fait de la dépense publique qui n'a pas eu l'efficacité nécessaire, mais on n'a pas construit l'économie, une vraie économie, c'est-à-dire les mécanismes d'une économie ou d'une administration efficace ou d'un système de santé efficace. Pourquoi? Parce que si on démarre de 99, on était à 97%, on dépendait des hydrocarbures. 20 ans plus tard, on est au même point. Au même point. C'est-à-dire l'entreprise, on n'est ni dans un système libéral ni dans un système socialiste. Aujourd'hui, la loi de finances 2019, c'est 950 milliards de dinars pour le secteur public. On est toujours dans la même histoire qui revient. On donne de l'argent, on n'a ni donné l'autonomie aux entreprises publiques pour qu'elles se développent, pour qu'elles s'épanouissent, mais on est toujours dans... Donc tout ça fait en sorte qu'on n'a pas construit une économie. Tous les premiers ministres, même si je parle des premiers, on ne va pas parler du président peut-être, mais tous les premiers ministres, ils ont échoué à construire. Mais le président, c'est lui la couverture. Depuis 2008, on parle du programme du président et on parle plus de chef de gouvernement. Donc on a échoué. On ne parle pas de redevabilité. Je me rappelle en 2014, il y avait un débat, d'ailleurs c'était avec Ammar sur une télé publique. On avait demandé, il y avait quelqu'un qui disait oui, le programme du président, on lui a dit donnez-nous. Vous connaissez le programme du président? L'émission a été censurée, entre parenthèses. Oui. Donc, si tu te rappelles. Donc, on a dit, donnez-nous ce programme. On ne le connaît pas. On le connaît. Les gens disent le programme du président de la République. Mais donnez-nous ce programme. On ne le connaît pas. Donc, c'était d'ailleurs en pleine campagne pour 2014. Donc, ceci pour dire qu'aujourd'hui, peut-être, il est urgent de trouver une solution politique aux problèmes politiques parce que l'économie, nous sommes dans une impasse. Nous risquons l'effondrement de notre économie dans des délais très courts. Aujourd'hui, voilà, vous dites en quelques mots que nous sommes en train de payer l'hypercentralisation du pouvoir sur la personne du président de la République, quel qu'il soit, d'où la nécessité de revoir la Constitution, on est d'accord. Juste une question, et je l'adresse à vous, docteur Ilyes Mrabat. On parle de jugement de personnes. Hein. Vous avez dit tout à l'heure, il ne faut pas décapiter tout le monde, évidemment. L'Algérie a besoin de ses enfants, mais bon, de préférence garder les
moins corrompus, ceux qui ont le moins, on va dire, coopté avec le pouvoir. Et surtout, il y a une justice, c'est-à-dire que voilà, celui qui a pris de l'argent, eh bien, doit demain, comment dire, répondre de ses actes face à la justice. Mais il faut libérer la justice. Est-ce que vous pensez justement, voilà, vous allez faire un débat à ma place, je le sens, Hassan Khalifati. Est-ce que vous pensez que ces personnes qui sont impliquées dans des affaires de corruption vont être jugées de manière transparente sous Ben Salah? Parce qu'au moment où l'on parle, c'est le président du Sénat qui, selon l'article 102, sera président de l'État. Président de l'État. Voilà. Pour une période de transition de 3 mois, le temps d'organiser des élections présidentielles. Et tout le monde s'accorde à dire que 3 mois, ça ne sera pas suffisant. Parce que tout simplement, la situation elle est tellement compliquée, tellement grave, qu'il faut aller au-delà des 3 mois pour apaiser un petit peu les esprits, réorganiser les choses et permettre à ce que les conditions d'aller vers des élections présidentielles transparentes et où la voix du peuple sera préservée et garantie, il faudrait les réunir. Et je pense que dans les 3 mois, ça ne sera pas possible. Parce que tout simplement, les courroies de transmission entre le peuple algérien et ceux qui étaient censés le gouverner ont été rompus totalement, au point où actuellement c'est l'instance, c'est l'armée, c'est l'état-major, voilà, bien que c'est une institution de l'État, propriété du peuple algérien aussi, hein, donc, qui est garant de la stabilité, garant de la stabilité et garant justement de l'application de la Constitution. On aurait aimé que ce soit les parlementaires, on aurait aimé que ce soit des partis politiques, on aurait aimé que ce soit... Qui joue le rôle. Voilà, qui joue ce rôle, on aurait aimé que ce soit le président de la République lui-même, qui se manifeste avant de nous ramener justement dans ces situations pratiquement de chaos absolu, parce qu'on était, il faut le dire, à 2 doigts d'aller dans une situation de non-droit où des dérapages auraient pu justement s'installer. Je pense qu'il ne faut pas oublier tout ça. Lorsqu'on parle des personnes, ce n'est pas pour dévaloriser, ni pour... attaquer. Voilà, ce n'est pas des jugements de valeur. On est dans un constat. Ceux qui ont représenté justement ce système qui a gouverné depuis 20 ans et qui nous a ramenés dans cette situation de catastrophe pratiquement absolue, malheureusement, il faut le dire, tout ce qu'on a gagné, et c'est formidable, c'est justement cette union, cette communion, cette formidable justement force de mobilisation qu'ont démontré les Algériens pacifiquement et qui a vraiment abasourdi tout le monde. Ce qu'on a gagné, c'est justement récupérer voilà, ces valeurs algériennes qui sont les nôtres, et ça c'est indéniable. Il faudrait investir justement dans cet élan, il faudrait investir justement dans cet effort qui est aujourd'hui ici et pouvoir canaliser rapidement, canaliser dans le calme, de manière apaisée, mais aussi en laissant des garanties. Les garanties aujourd'hui, c'est à l'institution militaire de continuer justement ce travail. Je pense que hier, dans ce qui a été dans le communiqué, il est clairement dit que nous allons accompagner justement ces changements et nous allons aller au fond pour concrétiser justement la volonté du peuple. Alors, et ça, c'est clair. Et là, moi, personnellement, ça me rassure. Mais ce n'est pas suffisant. Je pense qu'il faudrait aller vers d'autres décisions. Ben Salah, comme président de l'État, ce n'est pas ce qu'on est en train de dire et ce n'est pas ce qu'on est en train de constater. La rue ne veut pas de ça. Il faut également rappeler que la Confédération des syndicats autonomes refuse de travailler avec le gouvernement bedoui. Tout à fait. Nous l'avons clairement dit. C'est sur un communiqué que nous avons rendu public. Pour nous, c'est un non-événement. On associe notre voix en tant que syndicat et en tant que confédération des syndicats algériens à la voix du peuple algérien qui veut un changement, un réel changement, pas replâtrer et revenir avec des personnes qui ont géré justement... Ce qu'on a capitalisé, ce que l'Algérie a capitalisé à travers cet élan populaire et indéniable, comme vous l'avez dit, je pense qu'il n'y a pas de meilleur adjectif. On parle d'économie et on parle d'impact économique. Alors, des syndicats autonomes qui quand même ont un point important, ne veulent pas travailler avec un gouvernement qui est en place. Bon, il est là, pour l'instant, il est là. Également, on a des patrons d'entreprises qui sont, pour citer Ali Haddad, qui est sous mandat de dépôt à partir d'aujourd'hui, en tout cas, ce sont des indicateurs. Comment voyez-vous ces indicateurs-là par rapport à la sphère des entreprises et des travailleurs aussi, qu'aujourd'hui, que l'on s'attende à ce que plusieurs patrons fassent l'objet d'enquêtes et... Moi, je préfère encore dire que tout ce qui a été demandé, tout ce qui a été demandé par ce mouvement populaire, qui est le changement, c'est le changement du système. J'espère qu'on ne tombe pas encore dans
continuité du système. Ça veut dire, quand je parle de la continuité, je n'aime pas ce qu'on appelle les règlements de compte. Et personnellement, je n'aime pas aussi qu'on commence à prendre. C'est pas Vichy. Vous pensez que c'est des règlements de compte, ce que la Cour non, j'espère qu'on ne tombe pas dans cette situation d'aller vite, parce que les personnes sont présumées innocentes jusqu'à preuve de leur culpabilité. Maintenant, il y a une justice, elle peut inviter, elle peut convoquer, elle peut ramener les gens à s'expliquer quant à leur gestion, quelle est la relation. Parce que c'est quoi un chef d'entreprise? Je rappelle tout de même que l'Ihdad n'est pas été placé sous mandat de dépôt pour l'affaire de corruption. Ah, maintenant, ça c'est... C'est une inculpation tout autre, et ce n'est pas le débat ce soir. Je parlais de cette symbolique, justement, de ces chefs d'entreprise dont on parle sur les réseaux sociaux, mais dont on ne parle pas de manière officielle, qui vont faire l'objet de ces enquêtes. L'acte de cette personne aujourd'hui n'a pas de lien avec la mauvaise gestion ou tout ce qui a été décrié par le mouvement populaire. Ça, c'est un acte... je pense que c'est ça aussi. Non, c'est ça aussi. C'est la corruption. Mais ça veut dire que je veux simplement dire que le fait qu'il soit amené en mandat de dépôt aujourd'hui, c'est pour un acte qui n'a rien à voir avec sa gestion. Je veux simplement dire ça. Maintenant, au moment où on parle, oui. Oui, au moment où on parle. Maintenant qu'il soit convié à s'expliquer de sa gestion, parce que pour ma part, et ce que je comprends, et M. Khalifati peut me contredire, parce qu'il est chef d'entreprise, ce que je comprends des chefs d'entreprise, et ils ont deux problèmes sérieux avec la justice de par le monde, c'est l'impôt, c'est les crédits bancaires. Maintenant, c'est à eux de s'expliquer s'ils ont détourné, s'ils ont contourné. Mais maintenant, il est allé aux frontières, il a fait une faute individuellement. C'est autre chose. C'est autre chose. Donc, je veux simplement faire le discernement entre l'acte auquel il doit répondre et l'acte de sa qualité de chef d'entreprise, où il doit s'expliquer, lui et les autres. Et c'est tout à fait normal, parce que c'est une demande populaire. Serco, Daou, Détournao, etc., c'est à eux de s'expliquer devant la justice. C'est à la justice de le dire. Je rappelle que ce plateau d'émission ne vise pas à tomber sur une personne, c'est à la justice de le faire. Voilà. Donc nous allons garder notre objectivité. Juste un mot, et je reviens vers vous, Hassan Khalifati, Mahmoud Megatli. La question, c'est par rapport à l'indicateur. Quel indicateur cela va-t-il donner, ces enquêtes de corruption, sur le monde des entreprises, sur le climat des affaires, sur les investissements notamment? Le fait de savoir qu'en Algérie, une dizaine, c'est ce qu'on a su, de patrons d'entreprises vont faire l'objet d'enquêtes de corruption. Moi, je pense qu'une dizaine de chefs d'entreprise ne va pas entacher l'ensemble des chefs d'entreprise algériens. Nous avons des chefs d'entreprise honnêtes et corrects qui payent leurs impôts, ils sont sur la place publique. Maintenant, si la justice, si hier le magistrat a estimé de mettre Ali Haddad en prison, ce n'est pas à moi de débattre de ça, c'est à lui. Non, c'est pas la question qui vous est posée. C'est ça. Plus, Alors, mais maintenant, si c'est avéré que certains opérateurs économiques qui ont été attrapés dans la fraude et tout, ils doivent payer, ils doivent répondre. Mais je suis certain que ce n'est pas l'ensemble des opérateurs économiques. Nous avons été, vous dire une chose, nous avons été très mal vus parce que il y a certaines personnes qui ont ils ont cru que certaines personnes sont tous comme des opérateurs économiques dans le même sac, on va dire. Mais non. Justement, c'est cette question, c'est l'amalgame peut être facilement fait. Il faut qu'on se détrompe un peu et qu'on fasse pas l'amalgame. Aujourd'hui, les Algériens sont sortis contre un système. Un système, c'est des chefs d'entreprise, c'est des politiques, c'est des administratifs, c'est de tout.
de tout qui a été instauré et qui a fait beaucoup de mal dans le pays, y compris dans le secteur de la santé ou dans le secteur du textile ou dans l'éducation. Aujourd'hui, c'est vrai que on jette en pâture des chefs d'entreprise. Peut-être qu'on a des choses à leur reprocher. Nous, qu'est-ce qu'on demande? On demande aujourd'hui, il y a 600 000 chefs d'entreprise, il y a 1 600 000 commerçants en Algérie en général. Il y a une minorité qui a profité des facilités du système. Il faut pas, on ne va pas cacher, on va dire non, ils n'ont pas profité, ils ont profité. Il y a une minorité, mais la quasi-majorité, elle se bat tous les jours pour préserver son outil de travail, pour rembourser ses crédits, pour payer ses impôts, pour faire de la couverture sociale de ses travailleurs. Il y a certains qui ont profité pour garder ses travailleurs, pour garder son outil de travail. Il ne faut pas oublier qu'une chose, c'est qu'aujourd'hui, en 2019, la valeur ajoutée créée par le secteur privé algérien, elle dépasse le secteur public. Hors hydrocarbures, bien sûr, on ne parle pas des hydrocarbures, qui est aujourd'hui le plus grand employeur en Algérie, qui a devancé la fonction publique, c'est le secteur privé algérien. Donc ces entreprises, ces opérateurs privés algériens, ils sont utiles pour le pays, ils sont utiles pour le développement du pays. Maintenant, ce que nous disons, c'est que il ne faut pas mettre tout le monde dans le sac. Il ne faut pas mettre tous les tares du système sur les chefs d'entreprise. Il y a certains qui sont sortis de route, qui sont sortis de la ligne jaune. Il faut qu'il y ait Aujourd'hui, les magistrats se sont libérés. Il faut qu'ils restent dans cette liberté de conscience et qu'ils obéissent à leur conscience et à la loi et que la justice agisse. Hassan Khalifati, un patronat qui n'est plus connu au niveau national, il est connu au niveau international. Le Forum des chefs d'entreprise a été puissant, je le disais tout à l'heure, il a été puissant car c'est son patron qui l'a amené à ce niveau-là. Je rappelle qu'il y a quelques années, les membres de ce patronat convoquaient les ministres et ils avaient des réunions avec eux. Il y avait un rapport extrêmement privilégié. Alors, pour le bien de l'économie nationale, parce que nous ne sommes pas dans le règlement par rapport à des personnes, est-ce que les entreprises de ce forum sont nombreuses à avoir coopté, peut-être de la même manière que leurs patrons, avec le système, et sont-ils aujourd'hui en danger selon vous? Vous savez, moi je fais partie du FCE et je l'assume depuis 17 ans. J'ai gelé mon appartenance après ce qui s'est passé, donc les fameux enregistrements entre le président du FCE et l'ex-premier ministre. Oui, effectivement, en 2014, quand le dernier président a voulu se présenter, on nous a vendu sa candidature, que sa proximité avec les pouvoirs publics allait donner plus de force et de vigueur au FCE ancien, mais pas pour profiter du système pour les membres, c'est-à-dire pour faire passer les réformes. C'était ça l'objectif, c'est-à-dire qu'il avait l'écoute. Pour être un acteur influent. Influent pour libérer l'économie, pour libérer les initiatives, pour mieux réformer l'économie, pour être influent sur le plan des réformes. Malheureusement, il y a eu une déviation. Il y a eu une déviation parce que il y a eu trop de proximité avec les pouvoirs publics, avec les politiques des différentes étapes, mis à part la parenthèse Tebboune en 2017. Donc, c'est ce qui a fait que, mais cela a profité à une minorité du premier cercle du président. Je vous le dis, je l'assume. Président du Forum. Du Forum, oui, bien sûr, parce que la quasi-totalité des membres du FCE n'ont pas profité. C'est des chefs d'entreprise qui étaient là avant la création du FCE, qui seront là après la création. C'est des gens qui viennent de loin, qui ont construit leurs entreprises. Bien sûr on ne construit pas une économie ou une entreprise sans passer par le crédit bancaire. Le crédit bancaire, excusez-moi, le crédit bancaire n'est pas une tare, c'est pas un crime. Les avantages fiscaux, parafiscaux, ils sont donnés par l'État algérien pour tout le monde. Pour les membres du CGEA, pour dire qu'il y a des choses dont un chef d'entreprise
entreprises bénéficient dans le cadre de la loi, où il y a des choses, l'accès à des marchés publics d'une manière, comme le disait Semeglati, d'une manière détournée. Ça, c'est problématique de ne pas payer ses impôts, de ne pas rembourser, alors qu'ils n'ont pas droit à des crédits bonifiés. Voilà. Ça, c'est problématique. Oui. Mais avoir des avantages dans le cadre de la loi, c'est permis à tout le monde, et c'est ça qui construit l'économie. Et surtout, une entreprise qui a le souhait d'appartenir à une organisation patronale, c'est positif, parce qu'on a besoin bien sûr, on a besoin d'un cadre organisé pour transmettre les messages aux autorités. Je vous dis, je termine avec ça, avant l'arrivée de monsieur Ali Haddad, je suis désolé, le FCE a été la première association qui a combattu la loi sur les hydrocarbures en 2006, alors que c'était mal vu, parce que c'était à l'époque de c'est Omar Ramdan. Après, du temps de Hamiani, on a fait des choses, on a fait d'autres propositions, on était moins écoutés. Peut-être du temps de Ali Haddad, le FCE a eu un rôle un peu plus politique à jouer, mais ça... Il y a des acquis à garder, à sauvegarder. Je pense qu'on a compris l'idée. Je pense. Monsieur Elias Rabat. Je pense par rapport à la... Puisqu'on est en train de discuter d'un débat qui est celui de la tripartite, justement. Une tripartite dans laquelle on n'a jamais été. Je parle des syndicats autonomes. Oui. Autonomes au sens propre du terme, indépendamment justement d'une organisation qui a toujours accompagné, qui a été dans les 21 réunions justement de l'UJTA, bien sûr, en tant qu'organisation, puisque c'était la seule qui a représenté les travailleurs, qui avait le droit de représenter les travailleurs, même si elle ne les structurait pas sur le terrain et elle ne les représentait pas réellement. Ça, c'est notre avis. Donc nous avons toujours dénoncé ça. On était exclus en dehors de ce débat social. Voilà, qui pouvaient construire des solutions pour les patrons, mais aussi pour les travailleurs, et y compris accompagner les réformes engagées par l'État, justement, dans le secteur économique, avec des répercussions. Le secteur économique a toujours des répercussions sur le volet social et sur le volet politique. Aujourd'hui, ce qu'on a cumulé comme échec, ou là, comme déviation par rapport à la perversion, justement, de ce débat, est dans la rue, à travers les protestations pacifiques, et c'est tant mieux. Mais ça explique, d'une certaine manière, ce qui se passe dans la rue aujourd'hui, parce que lorsqu'on parle des malversations, lorsqu'on parle de l'fassad, donc la corruption, lorsqu'on parle des... C'est tout ça. Oui. Et donc, je ne peux pas comprendre en tant que citoyen algérien et en tant que contribuable, lorsqu'on me dit, bon, il y a un patron, oui, l'économie fonctionne avec les crédits bancaires, tout à fait, et on est tout à fait d'accord, il faudrait encourager les entreprises qui investissent réellement, les entreprises qui créent de l'emploi et qui créent de la richesse pour notre pays, mais pas celles qui créent des richesses en dehors justement de l'Algérie. Je ne comprends pas un patron, un chef d'entreprise qui bénéficie d'un crédit et en monnaie lourde, en monnaie, en dollars et en euros, et 20 ans après, 15 ans après, c'est à peine 20% du taux du montant de crédit qui a été remboursé, mais le même chef d'entreprise, donc le même groupe, est en train d'investir à l'étranger. Je pense que il n'y a pas photo. Oui, on est en train de dire... On parle de bien mal acquis. Voilà, mal acquis. Et là, on n'est pas en train de cibler X ou Y, on est en train de faire le constat que tous les Algériens font. Oui. Et on est tout à fait à l'aise aujourd'hui parce que, y compris les responsables, y compris l'institution militaire, parlent de ça. Alors justement, le secrétaire général de la centrale syndicale UJTA fait partie, a été d'abord parmi les soutiens indéfectibles du président démissionnaire Abdelaziz Bouteflika. Entre autres choses qu'il a dites d'ailleurs, nous revoyons il y a quelques jours une vidéo. Il disait l'élection 2019 est une formalité. De toutes les façons, le 19 avril, nous allons fêter. Ça va être une fête nationale, celle de la réélection de M. Abdelaziz Bouteflika. Évidemment, il n'en a été rien et c'est le peuple qui l'a décidé aujourd'hui. Amar Takjout, que pensent les travailleurs affiliés à l'UJTA de leur patron, enfin du patron de la centrale syndicale? Qu'est-ce qu'ils pensent les travailleurs de leur patron? Les travailleurs affiliés à l'UJTA. Évidemment. Pas tous les travailleurs. Pas le syndicat autonome, ils ne sont pas concernés. Malgré qu'il nous a manqué de respect. Hein. Oui. À maintes reprises. Qu'est-ce qu'ils pensent? Les travailleurs aujourd'hui, y compris des syndicalistes dans les entreprises, ils pensent au changement. Il y a une demande populaire, les travailleurs étaient dedans. Les travailleurs ont marché dans ce mouvement populaire. S'ils ont demandé de changer de système, ça veut dire qu'ils demandent aussi de changer les méthodes et le système dont il est basé
elle va dire l'organisation syndicale. Il est temps aujourd'hui de changer. Ça, c'est une pas une demande maintenant. C'est une réalité, il faut la prendre en charge. Effectivement, les et la travailleurs traduire. de la zone industrielle de Ruiba, les travailleurs de la SNVI, on peut aller même encore plus loin, l'usine de Tosiali, qui est un partenariat quand même Non, mais tous les stratégique. secteurs d'activité. Plusieurs secteurs d'activité, on trouve des travailleurs qui aujourd'hui, d'ailleurs, manifestent de manière régulière, hebdomadaire. Ils se rendent à la Maison du Peuple chaque samedi pour demander la démission du patron de l'UGTA. Il y a deux choses. Moi, je suis un petit peu gêné quand on me dit il y a une demande exprimée par la population de faire partir tous les symboles du système. Très bien. Et il fait partie de ces symboles. Mais commençons déjà par la présidentielle. Qu'on ne se trompe pas de rendez-vous. On n'a pas terminé avec la présidentielle, qu'on commence à demander tout le monde. C'est faux. On est en train de quoi? De chercher à créer des problèmes, à se rentrer dedans entre travailleurs et Algériens. Il y a une situation. Il y a les présidentielles. Qu'on ne se trompe pas de cible. Il y a les présidents. On a réglé le problème des présidentielles, mais ce n'est pas encore fait. Et comment maintenant il faut chasser tout le monde? Écoutez. Donc vous êtes contre le fait de Non, de je ne suis pas contre le fait de changer. Je suis partisan du changement, de la refondation de l'organisation. Je ne suis pas un aventurier, Madame Imaz. Ça signifie que si demain je vais vous expliquer en deux mots. Je vais vous expliquer. La centrale syndicale va s'effondrer, l'UGTA continuera à exister. Si demain, elle est allez, nationale. Écoutez, moi je suis dedans. Je ne crois pas que demain la démission de M. Sidi Saïd va régler le problème de l'organisation syndicale. Parce que si c'est Sidi Saïd qui quitte, il y a d'autres qui vont venir avec les mêmes méthodes, le même système. Ce n'est pas ce qui est recherché. Que faut-il changer alors? Il faut mettre des assises. Aujourd'hui, il faut remettre en ordre le statut et le règlement intérieur et permettre à la base des travailleurs de venir au Congrès. Parce que ce n'est pas... On ne peut pas aujourd'hui faire un Congrès avec cette situation actuelle. C'est faux. On n'aura rien gagné. Vous pensez que c'est dangereux? Bien sûr, c'est dangereux. Dangereux pour qui? Écoutez, dangereux pour qui? Pour les travailleurs, dangereux pour qui? C'est alors justement, le danger est là. Écoutez, madame, ça me ferait mal de voir une organisation historique. Parce que cette organisation elle a un côté positif et un côté négatif. Depuis sa création en 1956. Il est rare de voir un petit peu qu'en 1962, la direction de l'UGTA avait demandé son indépendance du politique. En 1962. Elle a été victime par le système en place. En 1962. Parce qu'on ne revisite pas l'histoire. En 1965, elle a été victime. La direction nationale de l'UGTA avait dénoncé le coup d'État pendant que tout le monde était pour le redressement historique. Et cette direction a été laminée par le système. Alors donc l'histoire, elle se répète en bon ou en mauvais. Mais moi je suis en train de dire aujourd'hui, si on veut soustraire l'organisation syndicale du système politique, si on doit soustraire l'organisation syndicale de tous ces systèmes de gestion, etc., il faut remettre de l'ordre. Une question, je vous ai laissé parler à Ammar Takjout. On est en 2019, vous avez parlé de l'histoire, vous avez dit que la centrale syndicale a été accaparée par le pouvoir et qu'elle a été un instrument. Aujourd'hui, en 2019, si demain les travailleurs devaient faire grève pour demander ou pour insister à ce que Abdelmajid Sidi Saïd quitte la centrale syndicale, demain si des grèves se passent, s'il y a une immobilisation des activités des entreprises, est-ce que c'est un risque dans lequel se prépare la centrale syndicale, ne serait-ce que pour protéger les appareils de production? C'est pas, écoutez, c'est un risque au regard de la situation actuelle de l'organisation. C'est un risque. Bon, elle peut disparaître, elle peut aller au musée, et c'est tout. C'est pas ce qu'on veut, honnêtement. Voilà. Donc, aujourd'hui, les assises de cette organisation ne sont pas favorables, je vais vous dire, ne sont pas favorables à l'émergence de syndicalistes de base dans un congrès. C'est tout. Ça veut dire qu'il faut changer. Donc si on enlève la tête, il y aura quelqu'un d'autre qui viendra le remplacer et de la même qualité, c'est ça? Qui est capable qu'il vienne de l'autre côté du trottoir en train de manifester et que lui qui n'est pas aussi propre que ce qu'on dit de Sidi Saïd. Je suis désolé de le dire comme ça. Oui, d'accord. Alors donc, la question aujourd'hui, moi je suis vraiment dans une situation très compliquée et je suis gêné. Mais, je le dis, ma conviction à moi,
c'est la refondation de cette organisation. Profonde. Hassan Khalifati. Enfin, il faut qu'on arrive. Bon, je ne veux pas parler de. Bah si, il faut continuer. On parle de ça. Dans le même vous voulez sens, réagir, allez-y. Non, je voulais réagir, mais je ne veux pas parler spécialement de l'UJTA. Non, je veux dire, c'est qu'il faut qu'on ait une culture de dissocier le sort de l'homme de l'institution, y compris pour le FCE. Aujourd'hui, le président de la République a tiré les conclusions. Il a quitté ses fonctions. Aujourd'hui, le FCE, le président du FCE a tiré les conclusions. Ils ont fait des choix. Je parle de plus bas, y compris les partis politiques. Quand on fait un choix, ce choix, il n'est pas bon, qui est rejeté par la population, qui a mené le pays là où il est aujourd'hui, dans une crise politique et institutionnelle. Je pense qu'il faut tirer les conclusions. Il faut que les responsables algériens à tous les niveaux, dans les partis politiques, dans la société civile, dans les associations, quand ils font un choix, quand le choix n'est pas bon et qui ne répond pas à la majorité, il faut avoir la culture de la démission et de quitter et de tirer les conclusions. C'est ce qu'on a demandé. Aujourd'hui, le président du FCE est parti. Maintenant, on demande le départ de son bureau. De son bureau parce qu'ils ont été partie prenante. Il faut qu'ils partent. Il faut qu'on revienne aux membres, qu'ils élisent une nouvelle direction ou qu'ils mettent... Même le nom du FCE, il va devenir problématique et très lourd à porter. Peut-être il faut changer de nom, il faut changer... mais il faut redonner la parole à la base. Mais quelque part, vous vous contredisez, et permettez-moi de vous le dire, Amar Tajout et Hassan Khalifati, vous dites depuis le début de l'émission que le peuple a dit son mot, qu'il a porté des valeurs hautes et qu'il a une crédibilité, en tout cas par rapport à ses demandes. Mais alors, d'un autre côté, vous dites qu'il ne faut pas changer les têtes. Alors, maintenant que le président a démissionné, lorsqu'il s'agit d'autres personnes, il faut s'arrêter et dire non, en fait, maintenant... Non, j'ai jamais dit ça. On a dit qu'il faut tirer les conclusions. Il faut être à l'écoute. Il faut être à l'écoute de la rue. Ça, c'est très important. On a écouté des slogans. Et je pense qu'aujourd'hui, la direction qui va prendre la gouvernance de l'Algérie doit répondre à la rue. Ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, tous les espaces, regardez le CNES, Conseil national économique et social, c'était un espace de dialogue, de concertation. Il a été gelé, madame. C'est pour ça. Pourquoi la rue a répondu? Parce qu'il n'y a pas ces espaces-là. On a fermé ces espaces-là. Nous, en tant que représentants des employeurs, pourquoi la rue? Pourquoi nos entreprises sont parties dans la rue? Ils sont sortis des milliers, madame. Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'on ne pouvait pas leur apporter des solutions. Et le gouvernement, il faut qu'il y ait un interlocuteur valable. Interlocuteur, et il n'y a pas de souci. S'il faut changer, il faut changer. Demain, si vous devez, justement en parlant de ce dialogue, si vous devez avoir à dialoguer avec le gouvernement qui est actuellement en place, celui de M. Bedoui, est-ce que vous, en tant que patronat, vous êtes prêt à travailler avec eux? Sincèrement, on n'a pas à dire, on n'a pas grand-chose à dire à M. Bedoui. Il doit, premièrement, s'il veut faire, il doit répondre au pacte économique et social de croissance qu'on a signé. Il n'est même pas respecté. On est boycotté. On est boycotté. On doit le dire. On est boycotté. La SNPSP vient de dire qu'elle n'a pas signé. Donc voilà, c'est un pacte qui n'a pas été signé par tout le monde. Déjà, c'est pour vous dire que ce n'est pas un problème de répondre à une invitation de M. Bedoui, ne pas répondre à une... Non, c'est-à-dire, déjà, il faut commencer à appliquer ce que nous devons faire. Parce que, qu'est-ce que c'est un pacte? Qu'est-ce que c'est un pacte? C'est ce que apporte le gouvernement, ce que apportent les employeurs, ce que apportent les travailleurs. Et tout ça, conditionné, le gouvernement doit être arbitre pour pouvoir un petit peu tout ça, conjuguer tout ça. Et maintenant, si on ne respecte pas ce qu'on a signé, ce qu'on a paraphé, ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. C'est une question, effectivement. Est-ce que le gouvernement qui est mis en place, c'est un gouvernement dont on dit être un gouvernement... merci de m'aider, M. Marabat. Chargé des affaires courantes. Est-ce que vous pensez qu'il aura prérogative de sortir des dossiers aussi lourds que le pacte... Non, pas du tout. S'il est dans le travail... quotidien de terminer un petit peu ce qui reste à terminer, mais je ne pense pas, même ça ne rime à rien, ça veut dire de discuter avec un gouvernement qui ne peut pas prendre de décision. Il n'y a pas de programme, il n'y a pas de ligne, il n'y a pas de conduite. Donc ça ne peut pas fonctionner. C'est un gouvernement qui doit
préparer uniquement les assises prochaines. Le bac, la rentrée sociale, le ramadan, les dossiers et en même temps, les dossiers en cours. Mais au-delà, il n'a aucune. Un gouvernement, c'est lui qui est responsable devant l'Assemblée. C'est un gouvernement qui vient avec un programme. Il n'a jamais été. Il n'a jamais été responsable devant l'Assemblée. Il n'a jamais été. Non, ça fait qu'il faut changer. Il faut changer. Parce qu'on est en train d'utiliser des concepts qui sont là, mais qui n'ont jamais été dans l'applicabilité. Il n'a jamais été, c'est pour ça que la rue est sortie. Y compris. On est en train de dire que si la logique veut. Écoutez, monsieur Marab. Vous voulez nous installer dans un débat social qui n'a jamais, à notre niveau, qui n'a jamais été installé réellement. Parce que tout simplement, il est biaisé. Biaisé à travers justement les représentants des patrons. Et on est en train de, voilà, c'est des témoignages, on est en train de voir que même à ce niveau-là, il y a de la cooptation, il y a quand même un niveau et un deuxième niveau par rapport à ceux qui représentent les patrons au niveau de cet espace. Au niveau des syndicats, au niveau des travailleurs, représentation des travailleurs, donc c'est clair, des pans entiers de travailleurs ne sont pas représentés, de la fonction publique et du secteur économique, y compris du secteur privé, parce que lorsqu'on parle de la syndicalisation du monde de l'activité syndicale dans le secteur privé, il faut le dire, en Algérie, c'est pratiquement zéro organisation syndicale au niveau de ce secteur privé, il faut le dire aussi, il y a beaucoup de difficultés à ce niveau-là. Donc, secteur privé n'est pas représenté, je parle des travailleurs, secteur de la fonction publique, c'est pratiquement les 100%, dans d'autres secteurs économiques, il y a des syndicats qui essaient de s'organiser autonomes et c'est une pression incroyable qui est exercée sur les représentants et les travailleurs pour ne pas aller dans... Voilà, et on est en train de nous contenir dans un espace qui ne représente finalement que ceux qui ont profité d'une situation au nom du gouvernement qui était, au nom des patrons et au nom des représentants des travailleurs. C'est un problème de représentativité. Le pacte social et économique, je pense qu'il a été un échec total. Tout simplement, pardon, je termine sur ça, parce que tout simplement, il n'y a qu'à recenser le nombre de grèves et de protestations pratiquement durant les 10 dernières années, malgré toutes ces réunions qui ont été organisées, malgré le pacte social qui a été signé, les travailleurs n'ont pas cessé de protester, de sauter dans la rue. C'est pour dire que ça a été finalement un échec. Oui, Ahmad Akjout. Non, je voulais simplement dire qu'il ne faut pas dire que les travailleurs ont profité d'un système. J'ai dit les représentants des travailleurs au niveau de cette configuration. Et j'assume mes propos. Monsieur Marabat, je suis un syndicaliste, un dirigeant syndicaliste, et je n'ai pas profité de ce système. Je le dis et je le redis, je n'ai pas profité de ce système. Moi, je n'ai pas parlé de vous, monsieur Takjout. Non, il y a d'autres. Moi, je suis obligé de dire, pour parler des représentants syndicalistes, je suis un représentant comme beaucoup d'autres qui n'ont pas profité de ce système. Il y a... écoutez, moi je le dis... Il parle surtout de l'efficacité en réalité. L'efficacité... Les niveaux d'efficacité aujourd'hui, et c'est une question qu'on a discutée sur ce plateau à Ahmad Takjout, si vous vous souvenez, il y a 1 an de cela, où vous... 2 ans de cela, où vous préveniez contre un certain nombre de travailleurs qui devaient aller être mis à la porte, pas de manière forcée, mais de manière contournée. Ça allait être dans le secteur public notamment, une situation très difficile est vécue. Aujourd'hui, il y a énormément de salaires impayés, il y a énormément de revendications au niveau des évolutions de carrière de ces travailleurs, mais la crise économique a rattrapé cette situation. Aujourd'hui, les syndicats, le syndicat en tout cas, dans le contexte politique actuel, pourra-t-il contenir les travailleurs des entreprises publiques qui aujourd'hui sont déjà en grande difficulté? Est-ce qu'ils sont en grande difficulté? Moi, j'aurais aimé que... Bien, c'est une question qui m'est posée, qui est posée aux syndicats, aux autres syndicats, qui est posée aux organisations patronales, parce que l'organisation... Que Dieu sait, à chaque fois qu'on se retrouve, on parle de l'organisation du patronat qui est mal organisée, de l'organisation syndicale qui est mal organisée. Toutes ces questions-là ont été discutées, posées pendant des années. Résultat des courses aujourd'hui, c'est vrai, nous avons aujourd'hui... La logique veut... Vous croyez que... Moi, je ne vois pas l'utilité de discuter avec le gouvernement en tant que syndicaliste du secteur économique. La logique veut que ce soit le syndicat du secteur économique
a des contrats avec le patronat, avec la fédération patronale en face. C'est-à-dire que la discussion, elle se fait de par le monde entre syndicats employés et syndicats employeurs. Les conventions sont signées entre syndicats employés et employeurs. Mais notre système a fait qu'on passe tous à travers les pouvoirs publics. Et dans tous les pays du monde, la discussion, elle se fait en bipartite. Alors, changeons, c'est pour ça que je dis que le changement de système, de paradigme, la fondation, oui. aller faire du syndicalisme chez le patronat et chez les travailleurs, dans la fonction publique, oui, il y a une discussion entre pouvoir public et fonction publique. Parce que finalement, une dernière question avant qu'on termine, finalement, l'actuel président, secrétaire général de la centrale syndicale, si on pouvait lui reconnaître ne serait-ce qu'une seule chose, c'est d'avoir pu contenir un certain nombre de grèves, bien qu'il y en ait eu beaucoup, vous le disiez ces 10 dernières années, mais il a réussi quand même à contenir les travailleurs dans une espèce de calme précaire, notamment les travailleurs des EPE, je précise, on parle des entreprises publiques. Pour l'intérêt de qui ? Pour l'intérêt économique d'abord. On parle d'intérêt économique dans la mesure où ces entreprises continuent à fonctionner. Est-ce que ça va... Avec 950 milliards de dinars chaque année de subventions, elles continuent à fonctionner avec ça. Est-ce que c'est la faute au patron du syndicat ou c'est le gouvernement? Je parle des choix économiques. Des choix économiques. Parce que le syndicat qu'il est, il a réussi à avoir de l'argent pour contenir une paix sociale, même si elle est précaire, mais il a ramené de l'argent. Maintenant, c'est au pouvoir public de se poser la question. La situation qui prévaut actuellement au niveau économique, mes amis représentants justement le corps des patrons, le secteur du patronat l'ont bien dit, ça fait 20 ans, on était à 97% de revenus justement rattachés aux hydrocarbures. 20 ans après, on est sur la même situation. Donc je pense que voilà, tous les projets, toutes les politiques économiques adossées justement au consentement de l'UGTA, puisque c'est elle qui représente les travailleurs dans cette tripartite, nous ont ramenés dans cette situation. Il faut le dire aussi, un autre élément très important qui concerne la jeunesse. Entre l'âge de 16 ans à 35 ans, c'est pratiquement 30% de taux de chômage. Et ça, c'est quelque chose de faramineux. Et les universités représentent un niveau important de tout à fait, tout à fait. Je pense que si on est sur ces deux critères uniquement, pour ne pas parler d'autre chose, je pense qu'on est vraiment, on s'est égaré. On s'est égaré, ça fait des années qu'on est en train de débourser de l'argent et on n'arrive même pas à faire le décompte. Et les choix économiques de l'après Bouteflika vont être très difficiles, très durs et très difficilement vécus. Il nous reste, on me dit, 1 minute dans l'oreillette. Je voudrais vous donner la parole à vous, Monsieur Mahfoud Megatli. Le choix économique, je crois que premièrement, il faut préserver et construire les fondements de l'économie de marché. Ça, c'est très important pour les prochains gouvernants. La prochaine gouvernance, leur socle doit être là. Parce qu'aujourd'hui, l'économie de marché telle qu'on a connue, parce que c'était pas une économie de marché, c'était une économie comme ça, au téléphone, aux amis et tout. Voilà. Merci. Je voulais juste préciser qu'on n'était pas en contradiction. On a dit qu'il faut qu'on instaure une nouvelle culture, que les responsables, quand ils échouent dans leur choix, le président du FCE a échoué dans le choix du 5e mandat, il devait tirer la conséquence, il part avec son équipe. C'était juste la précision. Maintenant, sur la nouvelle Algérie qui est en train de naître, dans la douleur, mais elle est en train de naître quand même, nous voulons une économie de marché, nous voulons de la transparence, nous voulons une administration moderne et nous voulons une justice indépendante et nous voulons des politiques et un gouvernement au service de l'économie et qui rendent des comptes. Aujourd'hui, le grand problème de nos gouvernements et de nos politiques en général, ils ne rendent pas les comptes sur les massacres de leurs décisions économiques. La redevabilité devrait être l'un des premiers fondements de la République. Voilà, la nouvelle République et pas la deuxième République. Non, pas la deuxième. Hassan Khelifati, merci. C'est avec ça que l'on clôt ce débat. Je rappelle que pour cette thématique qui parlait de la crise politique et de son impact sur l'économique, j'avais le plaisir d'avoir avec moi M. Hassan Khelifati, secrétaire général, président directeur général d'Alliance Assurance, Dr Lias Mrabot, secrétaire général de la SNPSP, syndicat autonome, M. Ammar Takjout, merci d'avoir été des nôtres, secrétaire général de l'Union de Wilaya d'Alger, UGTA, et merci M. Mahfoud Megatli, secrétaire général de la CGOA.
Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'au bout. J'espère que ce débat vous a fait avancer dans le marasme d'informations qui florissent en ce moment un peu partout. J'espère qu'on a pu être clair sur cette question qui avait trait à l'économique, puisque c'est une émission économique. Pour la revoir demain sur notre chaîne, la rediffusion est prévue entre 11h et midi. Sinon, le replay, comme d'habitude, sur la chaîne YouTube de Canal Algérie. Très bonne soirée à tous. Je vous retrouve mercredi prochain.